Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal dont voici les titres. Après l'élection vient le temps de la rencontre avec le nouveau pape Léon XIV. Le monde a découvert son nom, ses origines, son parcours. Mais que faut-il en retenir? Pour interroger un peu plus ses idées et leur résonance en principauté, Monseigneur Dominique Marie-David, l'archevêque de Monaco, sera avec nous au début de ce journal. Nous prendrons ensuite la direction du Yacht Club de Monaco où le concours international de bouquets a fait son retour aujourd'hui. Un événement floral qui ravit professionnels et amateurs et qui fait du bien aux yeux. De l'autre côté de la principauté, sous le chapiteau de Fontvieille, un autre rendez-vous incontournable se déroule actuellement, l'exposition canine internationale. Plus d'1 millier de chiens y défilent sous leur meilleur jour pour tenter de convaincre le jury de leur beauté. Alors quelles races sont mises à l'honneur cette année? Quelles sont les surprises au programme? La présidente de la Société canine de Monaco, Mélanie Antoinette de Massy, sera notre deuxième invitée ce soir. Dans un autre registre, c'est une expérience exceptionnelle que nous vous proposons de découvrir. Des jeunes du lycée FANB ont eu la chance de piloter un hélicoptère à Fontvieille, rien que ça, un moment concocté par l'Aéroclub de Monaco auquel ont pu assister nos journalistes. Et puis vous aurez rendez-vous avec la traditionnelle chronique US ce soir pour finir. Notre correspondante à New York, Alexandra Pani, s'est intéressée à l'histoire d'un vieil hôtel construit par un architecte français au XVIIe siècle dans l'actuel quartier de Chelsea. Tout un lot de surprises et d'anecdotes à découvrir à la fin de ce journal. Dans votre journal hier soir, nous vous avons dévoilé le portrait de Léon XIV, le 267e pape tout juste élu au Vatican, ses origines, son parcours, ses convictions. Pour explorer un peu plus la personnalité de ce nouveau successeur de Saint-Pierre, nous recevons aujourd'hui l'archevêque de Monaco, Monseigneur Dominique Marie-David. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Monaco Info pour évoquer ce moment clé de l'histoire catholique et de l'histoire du monde. La fumée blanche, Habemus Papam et cette annonce au balcon de la basilique Saint-Pierre. Le nouveau souverain pontife est Robert Francis Prévost, un Américain de 69 ans au parcours exceptionnel. Quand vous avez découvert son profil, qu'en avez-vous pensé ? Alors bien sûr, il y a eu un effet de surprise à l'annonce de l'élection de ce nouveau pape. C'est un cardinal que j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer, donc il n'était pas complètement inconnu, mais je ne savais pas grand-chose de sa vie, de sa personnalité. Je l'avais rencontré, si je me souviens bien, lors de rencontres d'évêques du continent européen, où il était venu nous parler comme préfet du dicaster, justement pour les évêques. Et j'avais été assez frappé d'une parole simple, posée, à la fois spirituelle, missionnaire, attentive, et on m'a confirmé depuis que c'était un homme qui était très à l'écoute. Donc, à l'annonce de cette nouvelle, une surprise et en même temps une joie de pouvoir accueillir quelqu'un qui n'avait pas forcément été dans les premiers pronostics, mais qui vraisemblablement, et en tout cas c'est ce que les cardinaux, ce dont les cardinaux témoignent, a assez rapidement rallié les suffrages de ses frères et d'une manière assez unanime et belle d'après ce qu'ils nous disent. Alors les raisons exactes de son élection ne sont pas connues, cela fait bien sûr partie des secrets du conclave, mais il y a quelques indices quand même. D'abord, il aura fallu moins de 2 jours seulement au total pour élire Léon XIV. En moyenne pour les papes précédents, ça avait été de 3,2 jours pour être précis. C'est bon signe, un délai aussi court, sans parler du scrutin très favorable aussi. Alors oui, je pense que c'est un signe au moins de l'unanimité qui s'est dégagée, qui n'a pas été forcément immédiate, c'est très rarement le cas, mais qui petit à petit est apparue comme évidente au regard des cardinaux. Et n'oublions pas qu'effectivement, on imagine toujours un pape en référence à son prédécesseur, mais les cardinaux ont sans cesse répété au moment des congrégations générales et lors des petits entretiens qu'on a pu avoir avec eux, même depuis l'élection, qu'ils étaient conscients d'élire chronologiquement le successeur du pape François, mais spirituellement et théologiquement d'élire le successeur de Pierre. Donc il faut toujours prendre ce recul pour revenir aussi au sens de cette élection. Donc qu'on soit surpris ou pas, peu importe, aujourd'hui, nous accueillons avec joie et dans la foi le successeur de Pierre, porteur de cette mission que le Christ a confiée à Pierre et à tous ses successeurs, quels qu'ils soient. Qu'auriez-vous envie de transmettre comme message aux Monégasques qui ont appris la nouvelle de son élection, aux Monégasques précisément ? Alors, à se réjouir avec nous, avec l'Église. Nous sommes dans un État catholique, donc c'est vrai que la nomination d'un nouveau pontife romain résonne d'une manière tout à fait particulière. Et puis à être attentif, non pas seulement à l'effet médiatique et universel de cet événement, mais au sens profond que cela revêt pour nous,
principalement en Principauté de Monaco, et d'être attentif à ses premières déclarations, sa première homélie, de la relire, et puis bon, je pense les déclarations qui seront bientôt disponibles au fur et à mesure où il s'exprimera, où il commencera à prendre la mesure de cette mission. Et j'invite aussi à prier pour lui. Nous le ferons dans les jours prochains en célébrant une messe pour le nouveau pape. Et effectivement, comme François nous avait habitués à prier pour lui, nous demandait sans cesse de prier pour lui, je pense que nous pouvons sans crainte faire la même chose et poursuivre notre prière pour le pape Léon XIV. Monseigneur, un petit mot pour finir, si vous le voulez bien, sur le choix du nom du nouveau souverain pontife, Léon XIV. C'est un double hommage à ses prédécesseurs, Saint Léon le Grand et Léon XIII, qui révèlent beaucoup de choses sur le plan des convictions, encore une fois. Alors, question un peu historique, qu'est-ce qui a plu à Léon XIV dans ses deux prédécesseurs? Qu'est-ce qui l'a interpellé dans leurs profils respectifs pour leur rendre hommage en empruntant leur nom? Alors, n'oublions pas que le nouveau pape, Léon XIV, est un religieux de l'ordre de Saint-Augustin. Donc, on sait que c'est quelqu'un qui, voilà, un peu comme le pape François, qui était jésuite, donc ils le feront chacun, enfin, ils exprimeront chacun avec leur couleur, avec leur sensibilité spirituelle, ce ministère qui est le leur. Mais déjà, il y a cette intériorité profonde. Et or, Saint Léon le Grand est un des grands pères latins des premiers siècles, dont les enseignements, dont les homélies ont toujours été très, très profondes et en même temps très pastorales. Donc on sent chez ce nouveau pape à la fois une profondeur, une clarté d'exposition théologique et en même temps cette proximité qu'on avait beaucoup notée chez le pape François, une simplicité, une forme d'humilité. Pour Léon XIII, alors effectivement, c'est un pape qui peut nous paraître très ancien dans l'histoire de l'Église, mais qui a beaucoup marqué l'Église par une vision prophétique sur le monde, en particulier sur ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. C'est le pape de la première encyclique sociale, Rerum Novarum. Donc je pense que la référence, alors après je ne suis pas dans la tête du pape Léon XIV, mais sans doute cette référence à la fois s'inscrit dans une tradition historique d'un nom de pape déjà porté 13 fois, et en même temps dans cet aspect prophétique d'être attentif aux signes des temps et aux questions que le monde aujourd'hui se pose, comme l'avait été son prédécesseur Léon XIII, qui à l'époque n'avait pas toujours été compris, mais qui s'est révélé plus tard éminemment prophétique. Merci beaucoup, Monseigneur Dominique Marie-David, archevêque de Monaco, de nous avoir livré votre regard très éclairant sur l'élection de ce nouveau pape Léon XIV avant-hier à Rome. Beaucoup de choses à retenir donc, et l'on suivra son pontificat avec grande attention. Merci à vous. Merci. C'est l'un des rendez-vous incontournables du printemps à Monaco. Le concours international de bouquets s'est ouvert aujourd'hui au Yacht Club de Monaco. Les professionnels de la composition florale ou amateurs passionnés sont parfois venus de loin pour participer à cet événement prestigieux porté par son Altesse Royale la Princesse de Hanovre. Le thème de cette année s'intitule « Les fleurs en mouvement ». Reportage de Sarah Hincari et Massimo Piantoni sur place. La couleur et un doux parfum de fleurs se sont répandus dans le Yacht Club de Monaco qui s'est transformé en véritable jardin à l'occasion de la 56e édition du concours international de bouquets organisé comme chaque année avec passion par le Garden Club de Monaco. Abbiamo quest'anno 80 concorrenti tra cui 18 bambini. E siamo molto contenti perché abbiamo avuto molte richieste in più che purtroppo non abbiamo potuto accettare perché non abbiamo abbastanza spazio. Il tema di quest'anno è fiori in movimento e questo è un qualche cosa di molto bello per i fiori, per i colori, perché c'è una varietà incredibile di possibilità per il movimento dei fiori. Les participants adultes ont pu concourir dans une des 6 catégories au choix, comme le bal de la rose, qui a tout de suite inspiré Federico, wedding planner et flower designer venu d'Alassio et qui l'année dernière a reçu une médaille d'or. Ho pensato di creare questa tavola pensando proprio al ballo della rosa, alle invitate, al lusso, allo sfarzo che si tiene, che c'è durante questa famosissima e prestigiosissimo ballo in onore della principessa Grace Kelly, e quindi ho studiato la gonna di questo tavolo che ricorda proprio le gonne delle invitate che partecipano al ballo, e tutti gli elementi dai fiori, quindi questo serpentone di ovviamente rosa
rosee, ai piatti che saranno piatti con un decoro in movimento, ai bicchieri che sarà un bicchiere a forma di rosa movimentato, proprio per dare l'idea non solo nei fiori ma in ogni elemento che compone la tavola, per dare l'idea del tema général, appunto, quindi del movimento. De leur côté, ces deux Françaises ont opté pour la catégorie feux d'artifice multicolores et espèrent en mettre plein les yeux au jury. Il y a des racines pour habiller le pied, qui maintient une boule dans laquelle on a planté des leucosternum, du gloriosa, enfin voilà, du craspedia, du panicum pour l'effet légèreté. C'était en même temps quelque chose qui éclate mais qui est léger et qui explose, et le charbon pour représenter la mer. Demain, dimanche 11 mai, des conférences ainsi qu'une démonstration de composition florale offerte par le vice-champion de France des fleuristes sont au programme. Enchantement garanti. Voilà, rendez-vous à ne pas manquer, donc profitez-en, l'accès est gratuit et ouvert à tous. L'exposition canine internationale cette fois est de retour pour une nouvelle édition ce week-end. Comme chaque année, elle est organisée sous le chapiteau de Fontvieille par la Société canine de Monaco. Une armée de chiens s'y retrouve, tous sous leur meilleur jour, pour tenter de convaincre un jury international de leur beauté. Pour découvrir les secrets de cette édition 2025, nous recevons la présidente de la Société canine, Mélanie Antoinette de Massy. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et merci d'être avec nous. Alors l'exposition canine internationale, c'est toujours un événement à Monaco, beaucoup de visiteurs, mais surtout beaucoup de participants à quatre pattes. L'année dernière, ils étaient 1400 environ. Cette année, ils sont toujours aussi nombreux. Nous sommes déjà très fiers d'en avoir 1430 pour notre expo, c'est évidemment un record. Et sur 2 jours, c'est quand même beaucoup de chiens. Quelles sont les races mises à l'honneur cette année? Pourquoi ces choix? Alors écoutez, chaque année, nous avons des races mises à l'honneur, donc c'est une spéciale, enfin un jugement spécial. Ça, c'est ma grand-mère avait commencé ça, donc il y a très longtemps, bien avant ma naissance. C'est pour mettre en valeur certaines races. Donc certaines années, on a pu mettre des races à l'honneur qui sont des races, disons, très connues, par exemple comme les Teckels ou les Cavalier King Charles. Et de temps en temps, comme cette année, nous avons décidé de mettre des races à l'honneur qui sont rares, qui sont très rares, que on ne voit pas souvent. Et donc par exemple, je voudrais surtout vous parler du berger picard, qui est une race rustique, très rare, donc comme son nom l'indique, qui vient de Picardie. Et il y en a très peu dans le monde. Alors ce qui est intéressant avec cette race, même si elle vient de Picardie, c'est qu'elle est quand même plus connue aux États-Unis. Vous allez trouver plus de bergers picards aux États-Unis, où là les critères sont un peu différents. Ils ont tendance à être un peu plus grands que les bergers picards européens. Mais il y en a quand même très peu, et c'est assez rare d'en voir sur les expositions. Car ceux qui en ont, en fait, n'ont pas trop l'habitude, je sais pas vraiment pourquoi, mais ne viennent pas participer aux expositions. Et donc là, cette année, nous en avons 5 sur le site, donc ça, j'en suis déjà heureuse, parce que comme je vous dis, c'est même juste 5, c'est assez rare sur une exposition, et c'est vraiment une race de chiens magnifique. C'est d'ailleurs notre timbre. Comme vous savez, chaque année, nous sortons un timbre de l'exposition canine, et c'est la race que nous avons choisie pour le timbre. Et alors c'est la seule nouveauté cette année, ou est-ce qu'il y en a d'autres aussi? Ah non, il y a toujours des nouveautés. Écoutez, déjà au niveau de l'agencement, nous avons toujours 9 rings, donc c'est pour ça que nous avons 9 juges internationaux. Mais nous avons essayé de changer un petit peu la disposition afin justement d'agrandir les espaces de toiletage, donc là où s'installent des éleveurs avec leurs chiens pour y passer la journée. L'exposition canine internationale, on l'a dit, c'est un événement de grande ampleur, c'est pas juste un concours de beauté, il y a de gros enjeux pour les chiens qui participent. Oui, c'est un circuit international donc qui est organisé par la Fédération cynologique internationale. C'est eux qui décrètent les critères des races, qui décident si une nouvelle race est acceptée, agréée officiellement donc par la Fédération, parce que tous les chiens qui sont inscrits dans les expos canines, donc agréés à la FCI, à la Fédération cynologique internationale, doivent faire partie d'un des 10 groupes. Les races sont divisées en 10 groupes, et donc pour être dans un groupe, la race doit être évidemment agréée par la FCI. Donc c'est un circuit international où il y a des diplômes. Donc nous, c'est CACIB, concours d'aptitude de beauté et concours d'aptitude internationale de beauté.
Et le diplôme de Monaco est un des plus recherchés parce que c'est une expo qui est connue pour avoir certains des meilleurs juges au monde chaque année, pour avoir certains des meilleurs chiens. Là, tout à l'heure, par exemple, je voyais un chien qui a gagné à Crofts. Crofts, qui est la plus grande expo canine et la plus ancienne au monde. Pour faire un équivalent avec le tennis, Crofts serait l'équivalent de Wimbledon. Et nous, notre exposition canine serait l'équivalent de notre tournoi. Donc nous sommes une des expos les plus anciennes au monde et les plus prestigieuses. Mais Crofts, c'est vraiment disons la reine des expos canines. Et nous avons le champion en titre qui est ici, qui participe à notre expo. Et donc on comprend bien le prestige effectivement et l'engouement pour ce rendez-vous. Rendez-vous qui se déroule donc sur le week-end. Que se passe-t-il d'une journée à l'autre? Comment vont être jugés les chiens concrètement? Alors, les groupes sont divisés sur 2 jours. Comme je disais, il y a 10 groupes. Donc, on a une partie le samedi, une partie le dimanche. Le matin, c'est les jugements de meilleurs de race. Donc, pour vous donner un exemple, nous avons 101 teckels cette année. Ça fait penser un peu aux 101 dalmatiens d'ailleurs, mais donc nous avons 101 teckels et le juge doit sélectionner le meilleur de race, donc le meilleur sur les 101 teckels. Et donc ça c'est pareil sur toutes les races. Nous avons, il me semble, 162 races et donc les juges doivent sélectionner le meilleur de chaque race. Par la suite, l'après-midi, chaque meilleur de race vont se confronter par groupe, donc dans le groupe dont la race fait partie. Et pour avoir donc le meilleur de groupe. Et à la fin, le dimanche vers 18h, dimanche en fin d'après-midi, quand nous avons donc les 10 meilleurs de groupe, il y a le Best in Show, le BS, qui est la grande finale, où vous avez donc les 10 meilleurs de groupe. Ah, donc on comprend pourquoi c'est pas simplement juste un concours de beauté, hein, c'est tout un processus, il y a énormément de choses à savoir pour le jugement des chiens par groupe. Alors j'imagine que vous avez vu de très belles bêtes, rien qu'aujourd'hui, vous avez déjà une petite idée sur les races qui seront récompensées? Écoutez, oui, peut-être pour aujourd'hui. Après, comme je vous disais, demain, il y a les autres groupes. Donc, par exemple, les teckels ne seront là que demain. Il y a le groupe 9 qui est les chiens de compagnie qui sont demain. Donc, tout ce qui est Cavalier King Charles, Chihuahua, tout ce genre de chiens, eux seront là demain. Aujourd'hui, c'est plutôt les gros chiens. Donc, j'ai vu des Leonberg magnifiques, des Terre-Neuve aussi magnifiques. Il y a donc la spéciale, notamment les bergers picards dont je vous parlais plus tôt. Il y a les Whippet, le Whippet qui a gagné à Crofts. Il y a vraiment de très très beaux chiens. Merci beaucoup Mélanie Antoinette de Massy, présidente de la Société Canine de Monaco, de nous avoir présenté l'exposition canine internationale 2025 qui s'ouvre donc ce week-end sous le chapiteau de Fontvieille. Un rendez-vous à ne pas manquer, on vous souhaite une belle édition. Merci à vous. Merci et j'espère voir le public nombreux pour venir voir tous ces magnifiques chiens. Eux viennent de vivre une expérience unique et tout à fait originale. Un groupe de jeunes apprentis en classe de première au lycée FANB avait rendez-vous hier matin dans le quartier de Fontvieille pour piloter un hélicoptère. Vous avez bien entendu, un moment hors du commun, rendu possible entre autres par l'Aéroclub de Monaco. Sarah Incari et Julien Logier ont eu la chance de vivre l'expérience eux aussi. Regardez. 8 heures. Édouard, Philippot, Ferdinand et Tim n'ont pas pris le chemin du lycée ce matin, mais celui de l'héliport de Monaco. Direction la piste pour retrouver leur professeur du jour qui ne va pas leur apprendre les mathématiques ou l'anglais, mais bien le pilotage d'hélicoptère. C'est beaucoup plus facile de piloter celui-là que le R44, il est vraiment simple. Un petit rappel des commandes et de mise avant de prendre place dans le cockpit. C'est parfait. Tu mets ton pouce comme ça sur le siège et ça t'aide c'est un bon point de repère pour t'aider à monter et descendre. Ce n'est pas une totale découverte pour ces élèves qui passent leur BIA, leur brevet d'initiation aéronautique, car ils ont déjà pu s'entraîner sur un simulateur installé au sein de leur établissement scolaire. Aujourd'hui, ils passent de la simulation à la réalité. Certains sont très très volontaires, veulent devenir pilotes et m'envoient plein de mails l'année d'avant. De toute façon, c'est ouvert à tout le monde chez nous. Si on ne peut pas les prendre une année, on les prend en priorité l'année d'après. Et certains viennent pour des raisons pas bien identifiées et repartent en se disant que l'aéronautique, comme carrière, pourquoi pas. C'est là tout l'objectif de l'Aéroclub de Monaco avec ce partenariat noué avec le lycée FANB, faire naître des vocations et assurer la relève. Le but de notre club, c'est d'abord et à l'origine la formation de jeunes élèves pour aboutir à la délivrance de leur licence privée. Et nous arrivons, nous, les anciens, je peux dire ça, à un certain âge et nous avons besoin de jeunes. De retour sur la terre ferme, après 20 minutes aux commandes entre Monaco, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Menton, les apprentis sont unanimes. Une expérience absolument incroyable.
Si on pouvait le refaire 1000 fois, je le referais 1000 fois. Et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On peut voir la beauté de tout le paysage. C'est une autre perspective. C'est des points de vue qu'on n'a jamais vus. Donc ça, déjà, ça fout un grand choc. Et le fait de pouvoir aller où on veut, surtout que c'est un hélicoptère, c'est un avion, donc on peut vraiment, si on le voulait, se poser n'importe où. Donc ça donne vraiment une sensation de liberté. Et on est un peu comme volé comme un oiseau en fait. Si comme ces élèves, vous souhaitez apprendre le pilotage d'hélicoptère, cela est possible au départ de la Principauté en vous rapprochant de l'Aéroclub de Monaco. Et si vous souhaitez en voir un peu plus, sachez qu'un long format sera prochainement consacré à ce sujet sur Monaco Info. Après l'hélicoptère, les voitures, nous poursuivons notre série de reportages consacrés au salon Top Marque. De retour, vous le savez, après 2 décennies d'excellence mécanique, des bolides électriques aux voitures de collection, tout y est pour faire battre les cœurs des passionnés. Aujourd'hui, nous vous proposons un coup de projecteur sur Boutsen Classic Cars, fondé par l'ex-pilote de F1 Thierry Boutsen, avec une sélection de modèles rares qu'ont pu admirer sur place Vanessa Dessy et Lionel Bernardi. Dès l'ouverture, une foule dense se pressait aux portes du Grimaldi Forum, un engouement à la hauteur du prestigieux Top Marque, où le passé et le futur roulent côte à côte. Boutsen Classic Cars, habitué au salon monégasque, attire tous les regards avec son flair pour les véhicules d'exception. L'ex-pilote de F1 dévoile une sélection de modèles rares choisis avec exigence. Cette année-ci, j'ai essayé de réunir un peu toute une grande variété de voitures. Ça va de la petite Fiat 500 là derrière, aux Defender qui sont des voitures exceptionnelles, entièrement rénovées, les Porsche et puis les voitures de course aussi. J'ai une Porsche 956 qui date de 1983, une Formule 1 également, une Bizzarini. Donc c'est très varié. On a des belles voitures vraiment intéressantes pour tout le monde. On se limite à l'achat et à la vente. Il y a des voitures que j'achète moi-même pour revendre ou d'autres qui sont là en dépôt-vente, comme la majorité des voitures qui sont ici. On se sert des meilleurs restaurateurs. C'est d'ailleurs un gros avantage. On peut se servir de chaque restaurateur en fonction de ses qualités et de ses expériences, plutôt que d'essayer de tout faire soi-même, peut-être un petit peu moins bien qu'eux. Donc voilà, on essaye d'offrir la qualité et le service à nos clients. Sur son stand, aux côtés des icônes vintage, une KTM X-Bow GTXR à la vente, une supercar ultra légère pensée pour la piste mais homologuée pour la route, qui illustre l'ouverture de la maison à des modèles plus contemporains, toujours rares, toujours radicaux. C'est une voiture unique en son genre. Littéralement, moi j'aime bien la comparer à une hypercar du Mans, mais avec des plaques. Avec son canopy qui s'ouvre, il n'y en a pas 2 comme ça qui sont proposés. C'est un moteur Audi, 5 cylindres turbo Audi, 2,5 litres, boosté à 500 chevaux. Donc c'est le même en fait qu'on retrouve sur des RS3 ou des TTRS, mais boosté de 400 à 500 chevaux ici. 1100 kg la voiture, full carbone. Et on est sur une production d'à peu près 100 véhicules produits par an. En fait, de base, KTM avait dessiné et avait créé une voiture de course, donc une GT2, et ils sont partis de cette base de GT2 pour faire une version road legal, donc homologuée pour la route, COC européen, donc voilà, partout en Europe. Au Top Marque, entre passion, précision et prestige, chaque véhicule exposé est une pièce d'histoire prête à changer de main. L'Office des timbres de Monaco dévoile un tout nouveau timbre, Europa 2025. Il a été dessiné par André Lavergne et édité en 40 000 exemplaires en collaboration avec le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Ce timbre représente la grotte de l'Observatoire sur fond de découvertes réalisées sur le territoire monégasque depuis la préhistoire. Et il devrait beaucoup plaire, vous allez le voir, puisque les précédents timbres Europa sont parmi les plus populaires et les plus collectionnés dans le monde. Tous les détails au micro d'Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet. Chaque année, une soixantaine de pays émettent un timbre sur une thématique commune décidée par Post Europe. Et cette année, le thème était les découvertes archéologiques nationales. Nous avons une collaboration régulière et très constructive avec le musée d'anthropologie préhistorique, avec lequel nous avons collaboré à de multiples reprises pour l'émission de timbres poste ou de flammes postales. Les timbres font partie de l'histoire, de la souveraineté monégasque, de la souveraineté d'un pays. Et chaque année, nous émettons environ une cinquantaine de nouveaux timbres. Allez, de la musique à présent. Mercredi, l'Académie Régnier 3 a livré son concert de fin d'année au Théâtre des Variétés. Pas moins d'une centaine de jeunes musiciens étaient réunis et ont enchanté le public. Un véritable moment de grâce musicale auquel ont pu assister Chrisinda Petit-Homel et Lionel Bernardi. Du trac, des sourires et surtout beaucoup de talent, les élèves de l'Académie Régnier 3 ont partagé leur passion pour la musique sur la scène du Théâtre des Variétés. Les plus jeunes ont donné le ton. Dès les premières notes, l'émotion était palpable. Pour nous, c'est un rendez-vous avec le public qui nous suit régulièrement. Donc ce soir, on va écouter
des ensembles des tout jeunes, des petits chams primaires, donc des enfants qui sont à l'école primaire ici juste en haut, et l'orchestre dit des jeunes, l'orchestre des jeunes de l'Académie, qui est l'orchestre symphonique de l'Académie, avec un programme très éclectique, avec du Beethoven, mais aussi de la musique de film, un petit peu de Verdi, enfin un programme très, très varié. Les professeurs sont en charge vraiment d'arriver à leur faire monter des programmes pour qu'ils puissent restituer voilà, un moment musical. Alors évidemment, vous avez raison, avec ça, il y a le track, il y a la partie qu'on ne peut pas imaginer avant, qui se vit au moment même. Mais le track, c'est comme le reste, ça se travaille, le track. Donc c'est aussi pour ça que ces concerts ont lieu et voilà, on est très heureux de pouvoir les mettre en scène comme des professionnels. Et comme des professionnels, les petits musiciens ont joué les notes de grands compositeurs, des œuvres parfois complexes, interprétées avec justesse par ces jeunes artistes répartis en ensemble selon leur âge et leur niveau. Magnifique. Et la musique va bientôt envahir un autre endroit à Monaco avec cette tradition dont on ne se lasse pas. L'APEM, l'association des parents d'élèves de Monaco, vient d'annoncer le retour du bal de printemps, le fameux bal des lycéens. Tous les jeunes scolarisés au lycée Albert Ier, à FANB, au lycée Régnier III et à l'ISM sont conviés. Notez bien, vendredi 16 mai, à partir de 19h30 à l'espace Léo Ferré, pour vivre ce moment festif. Attention, pensez simplement à vous inscrire sur le site de l'APEM en passant par le lien qui s'affiche au bas de votre écran. Il y a des lieux qui traversent l'histoire avec leur lot de surprises et d'anecdotes. Dans ce nouveau numéro de la Chronique US, notre correspondante à New York, Alexandra Pani, nous emmène ce samedi à la découverte d'un hôtel construit par un architecte français au XVIIe siècle dans l'actuel quartier de Chelsea. Un lieu aussi emblématique que mystérieux où nous vous retrouvons. Bonsoir Alexandra. Oui, bonsoir à vous. New York est connu pour ses immeubles emblématiques, l'Empire State Building, le Chrysler, le Rockefeller Plaza, mais aussi pour certaines icônes architecturales plus punk rock, si l'on peut dire. Cette semaine, je vous propose de découvrir l'histoire du Chelsea Hôtel, construit en 1884 sur la 23e rue. Il accueille jusque dans les années 1990 la scène artistique montante new-yorkaise d'Arthur Miller en passant par Leonard Cohen, Patti Smith ou encore Didi Ramon. En 2022, il est transformé en boutique hôtel, mais une quarantaine de résidents permanents et encore présent. Manley est l'une de ses derniers témoins de cette tumultueuse époque. Elle a réalisé un documentaire sur ce lieu atypique et chargé d'histoire, The Ghost of the Chelsea Hotel, présenté en juin prochain au New York City Independent Film Festival. Elle a bien voulu partager avec nous ses anecdotes. On l'écoute. Je m'appelle Manley Liang et je réside dans le Chelsea Hotel depuis plus de 40 ans en fait. Donc je suis arrivé d'Europe, enfin entre la France et l'Espagne. Et j'étais dans la mode, en fait, je faisais éditrice de mode. Ça a bifurqué donc en planification d'événements. On m'avait recommandé, d'après une annonce dans le New York Times, qu'il y avait une personne qui me l'a dit. Il m'a dit c'est super cool, tu vas adorer, super cool. Déjà, en arrivant dans l'entrée du Chelsea Hotel, c'était comme être entré dans le musée d'art moderne. Il y avait les sculptures d'Armand, il y avait plein d'art. Et j'étais vraiment, je me suis dit, ok, d'accord. Ou comment vivre, entrer dans une galerie d'art, en fait. Et puis après, deuxième question, quand j'ai demandé au desk, est-ce qu'on peut avoir un chat? Il m'a dit, ah oui, mais Joe Schlesinger, le fameux compositeur, il a singe, il m'a dit, il a plein d'oiseaux, il a des serpents, you fine. Et je me suis dit, oh là, voilà. Welcome to the Chelsea Hotel. Et ça, c'était déjà le début. Toute son histoire artiste et aussi le côté de musique très rock'n'roll, très punk dans les années 60-70, plus tous les artistes, les peintres qui ont vécu, et un peu depuis Marilyn Monroe avec Arthur Miller, donc beaucoup d'écrivains, Jack Kerouac, William Burroughs, toute cette génération du Beat Generation, tout ça a vécu au Chelsea. On m'a demandé, mais tu es dans quelle chambre? J'ai 705. Oh, c'est où Jim Morrison normalement restait toujours. Ok, on était déjà dedans. Et de là, ça n'a pas arrêté parce que le Chelsea Hotel, c'est comme le théâtre. Dans le lobby, c'est vraiment le théâtre en fait. Donc entre tous les artistes qui rentrent, qui sortent, les chanteurs, on se retrouvait entre le peintre Clément, ou Schnabel qui rentrait, ou sinon c'était Nina Hagen. Enfin, it was non-stop.
Et puis après, quelques années après, bon, j'ai déménagé dans cet appartement-ci, beaucoup plus grand, et où de l'histoire, ce serait aussi où Eddie Sedgwick a mis le feu dans ma cuisine. À l'époque, la muse d'Andy Warhol, dans les années 60. Et puis mon voisin était pendant longtemps Didi Ramone. Tous les artistes qui venaient ici, qui n'avaient pas d'argent et qui payaient le loyer, c'est très connu, avec leur art, ils donnaient des peintures à Stanley pour pouvoir rester. Ils ne pouvaient pas payer. Et puis quand notre écrivain qui a écrit Just Kit, Patti Smith, quand elle est arrivée avec Robert Mapplethorpe, qui n'était pas du tout connu, qui commençait comme photographe, et il a dit à Stanley Bard, écoutez, on n'a pas d'argent, Robert va devenir une superstar, on voudrait une chambre. Et Stanley leur a donné une chambre. Et voilà, ils sont installés, et puis voilà. Ça nous a fait l'histoire pour après, en fait. Et beaucoup d'artistes, en fait, ont créé. Ils sont venus ici sans argent. Il y a toute cette énergie intense, forte, qui est restée, on pourrait dire, restée dans les murs. Il y a des gens qui ont vraiment eu des effets de meubles qui bougeaient. Et dans la presse, il a été dit que le Chelsea Hotel, après le New York Library, c'était le deuxième building avec le plus de fantômes. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai une amie qui est dans ce domaine de la para. Elle était toute presque en transe et elle m'a dit oh, il y a une énergie ici, elle est là, elle est là, elle est là. Et voilà, elle m'a dit, il y a une vieille dame, elle va te protéger et voilà, c'est fantastique pour toi. Elle me dit, bon, l'appartement, c'est super, tu es bien. Je lui ai mis une petite momie à côté du fireplace, là, de la cheminée pour qu'elle ait un compagnon. Et voilà, les histoires, ça n'arrête pas, c'est tout le temps. Toute une époque, cet hôtel. Merci Alexandra, et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, ce sera la météo, présentée par Sarah Inkari. On se quitte en images avec les clichés de la dernière édition du Monégour Hyper Café, qui s'est déroulé aujourd'hui au marché de la Condamine, capturé par notre photographe Philippe Fitt. Le reportage sera à découvrir dans votre journal dominical. Excellente soirée sur Monaco Info, et à demain, 18h30. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez pu profiter du soleil aujourd'hui sur la plage, en terrasse ou ailleurs, car demain il se fera un peu plus discret. Des nuages s'inviteront dans le ciel et avec eux un risque d'averse en fin d'après-midi. Du côté des températures, elles seront similaires à celles de ce samedi, soit 14 degrés pour la minimale et 19 pour la maximale. Le ressenti en revanche sera un peu plus faible à cause du vent. Enfin, notez qu'en ce dimanche 11 mai, nous fêterons les Estelles et célébrerons la journée mondiale des espèces menacées, une cause chère à la principauté et à son prince souverain. Excellente soirée à tous sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.